Oppenheimer. Bordel, c'est quoi ce truc? Un biopic de 3 heures, la moitié du film en noir et blanc, zéro action, et pourtant, ce film il a reçu un succès public massif. En plus de ça, la bombe on la voit presque pas, parce que ce qui marque le spectateur, c'est les émotions que le film provoque, la peur, le doute, la culpabilité, et dans tout ça, une tension. Une tension permanente, invisible, qui nous lâche jamais. C'est ce sentiment d'urgence, d'angoisse, comme si le film il parlait pas du passé, mais de maintenant. Parce qu'aujourd'hui, le monde, il vit sous cette menace. Guerre en cours, tensions géopolitiques, discours nucléaire de la Russie, il y a la peur d'une escalade incontrôlable. La bombe atomique, elle est pas dans nos archives, elle est une possibilité du quotidien, et là-dessus, le film il nous rassure jamais, il nous met en garde. Je vais vous avouer un truc, j'écoute beaucoup de musique. Et mon genre préféré, c'est de très loin, les musiques de films. Alors quand j'ai découvert ce type sur TikTok, j'ai directement accroché. Puis j'ai passé le son à des potes et ils m'ont dit « Waouh, l'ambiance elle est oppressante, on dirait que c'est la guerre ». Et bah oui, c'est un remix de musique tirée d'un film sur la guerre. Mais pourtant, on la voit jamais la guerre. On en parle, on le sait, nous spectateurs, parce qu'on connaît l'histoire, on ressent même l'urgence du danger, et c'est d'ailleurs pour ça que le réalisateur il a pas besoin de la montrer. Mais du coup, comment tu fais la musique d'un film sur la guerre qui montre pas la guerre? Ça c'est le challenge que Nolan a donné pour son énorme biopic sur le père de la bombe atomique. Ce défi, il le donne à celui qui semble destiné à succéder au génie de Hans Zimmer, celui dont on peut prononcer le nom, mais qui pourtant est imprononçable, Ludwig Göransson. C'est pas la première fois que Nolan travaille avec lui. Avant ça, le compositeur a déjà relevé un des défis impossibles posés par le réal, parce qu'il avait réussi à mettre en musique le concept tordu de Tenet, dans un film qui est selon moi bien trop méprisé par les critiques, malgré de très grandes forces, mais peut-être que vous êtes pas encore prêts pour ce débat. Donc Nolan il décide de travailler avec lui après avoir passé une décennie avec Zimmer. Il semble avoir trouvé chez le compositeur suédois le nouveau prodige de la bande originale. En effet, Göransson, il n'en est pas à son coup d'essai. Il a déjà remporté en 2019 l'Oscar de la meilleure bande originale pour Black Panther. Et bien sûr, en 2023, celle pour Oppenheimer. Et s'il y a bien une statuette d'or qui n'aura pas été volée ces dernières années, bah c'est celle-ci. Lorsque Göransson commence à écrire, il pense qu'il faut un instrument à associer au personnage, et si vous avez bien suivi mon propos dans l'épisode précédent, vous savez que c'est assez courant d'assimiler un instrument ou une mélodie à un personnage ou une idée. Ici, le compositeur il choisit le violon. C'est pas seulement parce que sa femme est violoniste et qu'ils travaillent régulièrement ensemble, en fait c'est parce que le violon c'est un instrument qui occupe un spectre large, c'est un instrument sans fret au tempérament instable. En effet, tu peux passer d'une mélodie vibrante et romantique à une tension horrifique en un glissement de doigts. Le violon, c'est donc un choix parfait pour représenter le sentiment de solitude que Oppenheimer ressent tout au long du film, hanté par son propre savoir. En plus de ça, le compositeur il fait un choix radical, pas de percussion. Et c'est évident en fait, parce qu'aucun instrument ne serait aussi puissant que l'explosion de la bombe, puis ça rajoute du sombrement grandiose lorsqu'elle explose. Donc le parti ici, c'est que l'urgence sera créée uniquement par les instruments mélodiques. On retrouve avec ça le violon solo, c'est le cœur émotionnel des morceaux dans l'album, et il représente l'esprit humain face à l'immensité de la science. Il est accompagné par des sections de cordes, elles assurent la densité.
Il y a aussi les synthétiseurs et sound design, ce sont comme des atomes, des basses analogiques profondes et des textures granulaires qui sont discrètement mélangées aux cordes pour donner une sensation de vibration de l'atome. Et enfin, on a le piano, pour représenter l'émotion, les sentiments, l'amour entre Oppenheimer et Kitty par exemple. Göransson y réalise un tour de force technique en utilisant la musique non pas comme un simple fond sonore, mais comme une traduction mathématique et émotionnelle de la physique quantique. En fait, Can You Hear the Music, c'est un peu un chaos ordonné. Elle est construite sur une série de variations de tempo qui illustrent la réaction en chaîne qui est déclenchée lors de l'explosion. La prouesse tient dans le tempo mapping. Göransson a construit le morceau sur une série d'accélérations qui miment la réaction en chaîne. Il a enregistré l'orchestre en 21 étapes d'accélération croissante. Techniquement, c'est un travail de zinzin. C'est impossible pour des musiciens de rester parfaitement synchronisés avec autant de changements de vitesse à l'aveugle. Alors quand ils jouent en live, ils jouent avec une oreillette, un click track, qui leur dicte le nouveau tempo quelques mesures avant chaque saut de rythme. Bien que la base soit en 4/4, l'utilisation de polyrythmie et de syncope donne une impression d'instabilité, mimant le mouvement imprévisible des particules subatomiques. Dans la scène de Can You Hear the Music, cette accélération, c'est l'esprit d'Oppenheimer qui s'emballe. Il commence à voir au-delà du visible. Cette frénésie, elle reviendra au climax final, une toute dernière scène absolument glaçante. Mais si on s'arrête à ce morceau, on saisit qu'une fraction du génie de la performance sur ce projet. Parce qu'une fois que la théorie est posée, c'est là qu'on saisit les différentes étapes de la psychologie du personnage. Prenez par exemple le morceau Los Alamos. On change radicalement de décor, on quitte l'abstraction des tableaux noirs pour la poussière du Nouveau-Mexique. Los Alamos, c'est la naissance d'une ville, c'est l'excitation du projet qui prend vie, mais avec cette teinte de mélancolie constante. Le rythme il est entraînant, un thème mélodique qui porte des espoirs du monde entier, et on traite visuellement le personnage comme un super-héros qui enfile son costume. Le rythme devient plus mécanique, presque industriel. C'est fascinant parce qu'ici, le compositeur il utilise des motifs de cordes qui s'imbriquent comme des engrenages d'une montre suisse. Et cette comparaison que je viens de faire, elle est pas anodine. Le projet Trinity, c'est une course contre la montre, et celui qui la remportera décidera du sort du monde entier. Ça, c'est parce qu'à ce moment-là, Oppenheimer il croit encore qu'il peut nous sauver. Il pense qu'il est en train de concevoir un outil qui servira à la paix, une arme tellement puissante que toute guerre deviendrait inenvisageable. Puis il y a ces moments plus intimes, comme dans Meeting Kitty. C'est l'un des rares instants où la partition semble se poser, même si la tension elle décroche jamais. Ici, Ludwig il délaisse un peu la frénésie pour des synthétiseurs beaucoup plus organiques, des nappes de son qui respirent, qui ondulent, et qui accompagnent un piano qui joue de manière délicate 6 accords. Le violon d'Oppenheimer, il vient se marier ici avec des sons électroniques plus froids, plus sombres. C'est une façon géniale de nous dire que même quand il aime, même quand il est vulnérable, Robert il est prisonnier de ce destin.
Et en fait, ce mélange, il montre bien que Kitty, elle le sait, elle a accepté la nature de son mari, et d'ailleurs, tout au long du film, malgré leur relation complexe, elle abandonne jamais Robert, au contraire, elle le pousse vers l'avant. Enfin, le film, il se conclut sur ce climax, Destroyer of Worlds, la citation culte du Bhagavad Gita. Cette musique, c'est la vision d'Oppenheimer sur son propre accomplissement. Son rapport à la science, il y apparaît dans toute sa complexité, une fascination profonde, presque esthétique, pour un monde invisible qu'il comprend intimement, mais qu'il finit par porter comme un fardeau. D'abord, il y voit de la beauté, de l'ordre, il a une réelle passion pour ce monde caché, mais il a déclenché quelque chose qui lui a échappé et qu'il ne contrôle plus. Pendant cette dernière heure de film, il essaye de reprendre le contrôle, mais il est trop tard. Et ça, il le réalise tandis que la musique s'emballe, le rythme s'accélère, la course à l'armement est lancée. Un son synthétique presque strident surgit, il évoque immédiatement une alarme, un signal de guerre, et ce son, il transperce l'harmonie des éléments sonores, il recouvre l'ensemble des éléments et les bouscule. Le tempo s'emballe et une nouvelle réaction en chaîne se produit. On n'est plus dans la beauté de la science, on est dans le poids des conséquences. Ce cri, cette alarme, il entraîne un chaos orchestral total, le père de la bombe atomique mis face à sa création. Et ce bruit dans sa tête, est-ce que ce sont les voix des victimes, le fracas des bombes, ou simplement la conscience du personnage qui s'effondre face à ce qu'il a déclenché? En tout cas, le personnage, il semble effrayé, tout comme nous. Alors, souvenez-vous, composer de la musique, c'est jouer avec le rythme, avec l'accumulation d'éléments sonores, selon une logique presque mathématique. Une logique qui résonne en nous et stimule directement notre cerveau, pour créer de l'émotion. Dès les premières notes, le cerveau il analyse le rythme, la hauteur, l'harmonie, les motifs qui se répètent ou évoluent. Ces éléments, ils sont traités par des zones liées aux mathématiques, au langage et à la logique. Autrement dit, le cerveau il reconnaît des structures, une architecture de son qu'il transforme en émotion. Dans Oppenheimer, le travail du compositeur, il réussit magistralement à caractériser les émotions du personnage, mais aussi illustrer dans une nouvelle forme des principes scientifiques complexes. Et c'est là le brio de Göransson, leur donner une forme musicale, comme par exemple avec la réaction en chaîne, l'emballement, la perte de contrôle. Il réussit à mettre en musique à la fois l'émotion humaine et la mécanique froide de la science. Et franchement, quand je vois sur quel projet il planche actuellement, alors je crois qu'on n'est vraiment pas prêt pour la suite.